nous sommes chez Jean-Gabriel Grélé, dans une commune de Seine-et-Marne. Oui. Voilà, hein, qu'on ne précisera pas pour l'instant. Bonjour Jean. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir, non, d'être chez vous, parce que c'est en fait Oui, c'est vous qui moi nous qui suis accueillez. heureux de vous Voilà. accueillir. Donc pour nos amis internautes, nos amis de LDLN, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un peu votre parcours dans un premier temps, et ensuite on rentrera un peu plus dans les détails. Oh, j'ai peur d'en dire un petit peu trop. Enfin, en gros, après les études secondaires, je suis rentré, j'ai signé un engagement dans l'armée de l'air pour devenir pilote. J'ai eu la chance de partir aux États-Unis et d'être breveté pilote de chasse en 1953, en juin. Ensuite, je suis resté entre juin 1953 et la fin de l'année afin de suivre une école de chasse en tant qu'officier. J'étais pas officier américain, mais j'étais officier dans l'US Air Force. Et de ce fait, j'étais habilité secret défense. Et aussi, il nous était conseillé d'aller lire tous les documents et toutes les notes de service qu'on recevait. Ce qui fait que j'ai vu passer la première réglementation concernant les objets volants non identifiés. Nous en avions déjà entendu parler pendant nos classes, pendant nos études, en particulier au mois de juillet 1952, c'est-à-dire la première année de mon séjour aux États-Unis. Nous étions en Caroline du Nord et nous avons suivi presque minute par minute le survol de Washington par des engins inconnus, et survol qui nous a été confirmé le lundi par nos moniteurs. C'est tout de même quelque chose qui avait fait les titres de tous les journaux américains, si mes souvenirs sont exacts, le 19 juillet 1952. D'accord. Alors, je sais que, parce qu'on se connaît un petit peu, je sais que vous êtes professeur d'aïkido aussi, et les internautes qui s'intéressent à l'ufologie depuis quelques années vous connaissent surtout pour un témoignage que vous avez fait qui date du 5 novembre 1990 à Gretz-Saint-Mamillier, commune de Seine-et-Marne aussi. Voilà. Oui, effectivement. Il se trouve d'ailleurs que cette nuit-là, je l'ai appris bien plus tard, il y a eu énormément d'observations. J'avais des amis militaires qui m'ont confirmé ce qu'ils pouvaient faire. Effectivement, il y a eu une sorte de défilé d'ouest en est, de défilé d'engins inconnus, ou tout au moins d'images d'engins inconnus, parce qu'il semblerait que les radars ne les aient pas vraiment détectés. Et donc je me suis trouvé, quelques minutes avant le début d'un cours d'aïkido, nous n'avions pas la clé du dojo, et nous étions dehors et nous avons vu passer un engin assez impressionnant. Voilà. D'accord. Cet engin a été décrit, je crois, dans mon premier livre, OVNI, un pilote de ligne. C'est ça, tout à fait. Au-dessus d'un SEL4, absolument, c'était voilà. tout à fait. Et on l'a vu, disons, à moins de 600 mètres. Hein. Il était à peu près à 300 mètres d'altitude, et on a dû le voir à peu près à 500 mètres de nous. C'était très impressionnant, parce que cet engin, une fois calcul fait, devait avoir une longueur qui était entre 200 et 300 mètres de longueur. Voilà. D'accord. Vous avez écrit quelques livres sur l'aïkido, quelques livres sur les ovnis, dont 2 qu'on va présenter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces 2 livres, de quoi ils parlent, éventuellement? Alors, le premier, ça va être... c'est pas celui-là qu'il fallait montrer, parce que celui-là a été édité... En gros, si vous voulez, les 2 derniers qui sont, à mon sens, les plus importants,
L'un des deux, je vous le montrerai, vous le photographierez Oui, tout à l'heure, on ne l'a pas descendu. Oui. C'est Extraterrestre secret d'État, la fin d'un secret. Mhm. C'est un livre, en quelque sorte, qui me permet de bien préciser ma démarche qui a toujours été la même. Je ne me suis fondé que sur des documents existants, des documents réels. Bien entendu, le document auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, qui était la première réglementation que nous avons eue dans l'US Air Force. Depuis, ce document est connu, mais naturellement, je l'ai cité, je l'ai traduit, et il y a même une traduction partielle dans ce livre au début. Je me suis fondé sur des documents que j'ai d'abord traduits, étudiés, comme j'ai appris à le faire dans l'US Air Force, parce que ça faisait partie naturellement de notre approche et de notre apprentissage, d'apprendre à analyser les documents. Et comme d'un autre côté, nous avons toujours eu dans l'armée une petite formation dans le renseignement, il est vrai qu'une bonne partie du renseignement, il y a des observations qu'on peut faire pendant une mission de chasse par exemple, ou autrement en étudiant simplement des documents. Voilà. D'accord. Sans non plus rentrer trop dans le détail, parce que ça, ce sont des choses que les gens doivent aussi apprendre en lisant les livres des différents auteurs. C'est justement le but en tant qu'ufologue de se renseigner. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous ressentez entre l'ufologie qu'on appelle américaine et l'ufologie qu'on appelle française? Est-ce que pour vous, il y a une grosse différence entre ces deux approches ufologiques? Oui, il y a une grosse différence parce que, en réalité, le mot UFO, le sigle UFO, un Identified Flying Object, est un piège sémantique. L'idée, dès le départ, de l'US Air Force et des services de renseignement était qu'on ne puisse pas, que les civils ne puissent pas sérieusement étudier le sujet, parce qu'on ne peut pas faire d'objets ou de choses non identifiées le sujet d'une science. Il faut d'abord les identifier. Or, malheureusement, les choses qui sont aperçues, et je fais allusion à la démarche française, la démarche européenne civile, que je respecte beaucoup, elle est obligée de passer par des observations de personnes n'ayant pas les moyens justement d'identifier. L'un des principaux moyens pour identifier quelque chose dans le ciel, c'est soit de décrocher le téléphone et d'essayer d'obtenir les passages des avions civils, ou savoir si il y a des missions militaires à ce moment-là. Et le dernier point, le plus important, c'est bien entendu la surveillance constante de tous les cieux au-dessus de notre pays et puis au-dessus d'autres pays, et des approches qui ont eu lieu depuis que le radar existe, c'est-à-dire grosso modo depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On observe surtout au radar, et bien entendu, c'est précisément le moyen dont les civils qui s'intéressent au sujet ne disposent pas. Ne disposent jamais, en fait. Ils ont eu pendant un certain temps la possibilité d'obtenir des informations concernant la circulation aérienne, etc., d'engins inconnus, jusqu'au moment où on a modifié tous les radars civils de telle façon qu'un observateur radar ne puisse avoir que les échos des engins, des avions qui transpondent, qui émettent un code identique à celui du radar. C'est ce qu'on appelle le transpondeur. Et actuellement, un radariste, un officier de la circulation aérienne
n'aura sur son écran radar que la dizaine d'avions qui transpondent sur la même fréquence que lui. Et les autres, il ne les verra pas, tout simplement pas. Avant, il y avait la possibilité pour un opérateur civil de passer sur une autre forme de radar primaire qui montrait tout ce qui se passait. Tout ce qui était détecté par les antennes radar apparaissait. C'est une possibilité qui a été retirée aux civils il y a déjà maintenant, je pense, une vingtaine d'années. D'accord. Donc en parlant des civils, on voit que les pilotes d'avions, des compagnies aériennes, passent beaucoup de temps en vol. Oui. Forcément, de nombreux pilotes doivent observer des choses. Oui. Ce qui n'est pas compréhensible pour nous en tant que non-initiés à l'aviation, c'est pourquoi on ne reçoit pas de témoignages de la part de ces pilotes de ce qu'ils observent. Alors, s'agissant de la compagnie nationale, c'est très clair. Aucun commandant de bord d'Air France, de la compagnie nationale, et je pense que c'est certainement vrai dans beaucoup d'autres compagnies, n'a le droit de faire des déclarations sur ce qu'il a vu en vol ou sur ce qu'il a entendu. Et ça, par contre, c'est très clair. Avant d'obtenir l'autorisation de parler dans une radio aéronautique, on prête serment de garder le secret des télécommunications. Or, il vous apparaît clairement que si un pilote voit quelque chose d'anormal, il va d'abord prévenir la circulation aérienne pour lui poser des questions. Qu'est-ce que je vois à tel endroit? Et les autres pilotes et lui-même ils ont prêté serment devant un ingénieur des télécommunications, avant de recevoir leur certificat, ils n'ont pas le droit de rompre ce secret des télécommunications. D'accord. Nous sommes tous civils, assermentés, enfin on l'était de mon temps, je ne sais pas si le fait d'aller prêter serment devant un ingénieur des télécommunications se fait toujours, mais de mon temps ça se faisait. Autrement dit, dès le départ, qu'on soit à Air France, qu'on soit n'importe, on n'a pas le droit de révéler le secret des télécommunications. Or, comment voulez-vous... Alors, bien sûr, si on voit quelque chose, on peut prendre des notes, n'en parler à personne, et ça, à ce moment-là, on sera libre d'en parler au retour. Mais il est bien évident qu'on se sera privé de la possibilité d'une identification de ce qu'on voit. Mmh. On voit des avions qui passent apparemment trop bas ou trop près de notre trajectoire dans un avion, alors que nous sommes aux commandes d'un avion de ligne. Il est tout à fait normal de demander au contrôle, mais qu'est-ce que c'est que cet écho qui vient de passer à côté de moi? Sauf que votre simple question, la réponse que vous avez reçue, est couverte par le secret des télécommunications. D'accord. Donc on parle de secret, c'est oui. Le cas dans un de vos livres, Secret d'État. Oui. Donc voilà. Donc on suppose que si les pilotes ne peuvent parler, donc forcément tous les fonctionnaires d'État qui ont des informations sont dans le même cas, et qu'il y a une rétention de l'information qui est due à quoi, à votre avis? Pourquoi on fait une telle rétention d'informations? Alors, je vais vous dire, et ça va être une réponse extrêmement banale et extrêmement convaincante, quand on ne comprend pas ce qu'on a vu ou ce qui se passe, et qu'on est aux commandes soit d'un pays, soit d'une armée ou des choses comme ça, on a toujours tendance à couvrir ça par le secret national, vous voyez, défense nationale. C'est ce en ce moment, on a vu cette chose-là, au cours de la guerre commerciale qui commence, il y a eu, je crois, des taxes qui ont été mises au nom de la défense nationale, comme si le fait d'importer de l'aluminium ou du fer du Canada aux États-Unis représentait un problème de défense nationale. C'était absolument pas le cas, mais c'est la façon de balayer quelque chose sous le tapis. Une explication tranquille. Donc,
quand quelqu'un va refuser de parler d'un sujet ou d'aborder un sujet, c'est très souvent parce que le sujet l'embarrasse complètement. Alors, petite question supplémentaire. On va parler un peu des officiels et le secret. Quand je Oui. parle des officiels, c'est tous les gens qui ont eu des postes assez importants, même très 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 importants dans le monde, et qui ont avoué, à travers soit des livres, ou soit à travers des petits articles ou des passages à la télé, avoir eu la conviction que... Connaissance du voilà. sujet, oui. Eh bien, il y en a effectivement quelques-uns. Vous avez eu, je ne me souviens plus de son nom, le maire d'une ville d'Arizona qui avait affirmé que non, il n'y avait rien eu tel jour. Et puis, quelques années plus tard, il est revenu en disant bah, « je suis désolé, je vous ai menti, j'ai vu effectivement tout ce qui a été décrit par la presse ». Alors, parmi ces personnes, il y en a un que j'aimerais vous signaler parce qu'il a écrit 2 livres. Je ne me souviens plus du titre en anglais, mais si c'est facile à retrouver. Son nom, c'est Paul Hellyer, H-E-2-L-Y-E-R. Monsieur Paul Hellyer a été vice-président du Canada. Et autant que je sache, directeur de la recherche, ou quelque chose comme ça, mais un poste très important dans la recherche scientifique, toujours pareil, officiel du Canada. Monsieur Paul Hellyer est persuadé, il le dit, que nous sommes en ce moment même visités par un certain nombre de personnes d'origine extraterrestre et toutes ne ressemblent pas exactement à des êtres humains. Et lui estime, je crois me souvenir dans son dernier livre, une douzaine en ce moment, une douzaine de personnes étrangères à la Terre et d'origines différentes. On ne peut que... Ah oui, j'oubliais encore, si vous voulez l'entendre parler de ce sujet, on peut le faire, je crois, sur Internet. Il a à plusieurs reprises fait des déclarations tout à fait officielles, à visage découvert, en expliquant les raisons ou les causes de sa connaissance du sujet. Donc, en voilà un en particulier. Il y a aussi, mais ça c'est un petit peu plus difficile, il y a aussi certains groupes qui sont partiellement civils et partiellement militaires. Je pense aux officiers généraux et supérieurs chiliens qui ont travaillé à un moment avec la commission dont je faisais partie au sein de la 3AF. Il se trouve que les résultats de nos travaux pendant 5 ans ont été d'une certaine manière classifiés, enfin en tout cas il nous a été demandé de ne rien divulguer sur ces travaux, donc je ne vous en parlerai pas. Par contre, naturellement, l'existence de la commission Sigma n'est un secret pour personne, puisque j'ai eu l'occasion et l'honneur de présenter cette commission, si mes souvenirs sont exacts, il y a 5 ans avant sa clôture, il y a un peu moins d'une dizaine d'années. On pourra retrouver, si vous le souhaitez, le texte de ma déclaration. Et je me souviens à l'époque avoir dit que nous n'allions certainement pas faire de l'ufologie précisément, mais que nous allions essayer de fonder notre travail d'abord sur des documents américains, documents déclassifiés, bien entendu, et aussi, le cas échéant, bien aussi, sur des témoignages. Mais encore une fois, la substance de ce que nous avons fait, je suis désolé de ne pas pouvoir en parler. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc justement, en parlant de ces visites d'êtres venus d'ailleurs, hein, voilà, parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent de toute façon, nous en tout cas, on parle souvent dans le domaine de l'ufologie des gens qui sont enlevés et des cas de mutilation animale, d'accord, que certains attribuent aussi à nos visiteurs. Voilà.
Alors, je dois dire que je suis absolument au même niveau que vous pour ce genre de choses. J'ai lu moi aussi dans des livres de vulgarisation, j'ai lu des descriptions d'enlèvement. J'ai même eu l'occasion de rencontrer l'un des spécialistes américains qui est mort maintenant. D'ailleurs, vous avez dû le rencontrer vous aussi quand on était Chalon. à Châlons, oui, à Châlons. Il était là. J'ai eu l'occasion de parler assez longuement avec lui, de reprendre ses livres. Si vous voulez, on rajoutera, si vous le souhaitez, on montrera quelques-uns des livres, ce qui sera plus simple que d'essayer de les résumer. Et je suis aussi en contact avec quelques personnes, une jeune femme en particulier, qui a probablement été enlevée, mais qui surtout a reçu des messages, des informations qu'elle transmettait à l'une de ses camarades qui les notait en sténo, et elles ont eu la gentillesse de m'en donner plusieurs pages, et j'avoue que j'ai été très, très impressionné, et je pense qu'elle, compte tenu du fait qu'elle n'avait pas fait des études très poussées, il y a eu des thèmes philosophiques extrêmement complexes et tout à fait passionnants qui ont été abordés dans ce qu'on leur disait, et je pense que voilà, c'est un channel. Et j'avoue que j'ai toujours été très impressionné, je suis toujours en contact avec elle. Encore une fois, allez, je vais vous avouer quelque chose. En écrivant mes livres, parfois, je me suis senti porté. Je n'ai rien vu, rien entendu de particulier, sauf que j'abattais 10 à 15 pages dans la journée, moi qui tape très mal à la machine, 10 à 15 pages dans la journée, et je relisais, j'avais presque l'impression de trouver quelque chose de nouveau dans ce que je relisais, sans avoir besoin de faire la moindre rature ou le moindre changement. Donc, ai-je été porté par le sujet? Est-ce que j'ai eu une muse? Ou est-ce qu'ils sont capables, dans certains cas, d'encourager? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'est le cas, ça doit être tout à fait utile. Et je souhaiterais qu'ils encouragent certains de nos hommes politiques ou certains de nos scientifiques à faire des progrès dans la bonne direction. Mais en tout cas, j'espère avoir partiellement répondu. Je ne ridiculise pas du tout cette possibilité. Voilà. Vous parlez des hommes politiques, ça tombe bien, parce que ma question suivante, c'était ça aussi encore. On a vu dans le passé un gros rapport sortir qui s'appelait le rapport Cometa. Oui. Voilà. Pensez-vous qu'une prise de conscience des politiques a changé depuis ce fameux rapport et cette prise de conscience de certaines personnes qui ont souhaité que nos politiques français soient un peu plus au courant du phénomène? Alors, je vais là encore peut-être faire hurler, mais l'origine du rapport Cometa, elle vient de quelques personnes qui ont entrepris, des responsables du renseignement et des responsables de l'armée, et qui ont dit on est en train de jouer avec le feu. On était en 1989, non, on était en 1995 à peu près. On est en train de jouer avec le feu, les Américains peuvent du jour au lendemain tout révéler, et nos services de renseignement qui sont au courant du sujet vont passer pour des imbéciles. Est-ce qu'on n'y aurait pas moyen de faire quelque chose? Et apparemment, nous avons été entendus, en tout cas, nous avons été entendus par l'un des promoteurs du rapport Cometa, dont nous tairons momentanément encore le nom, et il a donc été décidé, et là par contre ce n'est pas un secret, nous avons eu finalement une réunion aux Champs-Élysées,
dans un restaurant des Champs-Élysées, et la décision a été prise, effectivement, d'essayer d'avoir des officiers généraux et d'autres personnes responsables qui accepteraient de mettre au clair et de publier ce qui était connu du sujet. Autrement dit, il faut voir le rapport Cometa, pas du tout comme un rapport de fiction, mais quelque chose qui s'appuie uniquement sur des témoignages solides, vérifiés. Et quand même, le groupe Cometa a travaillé pendant, je crois, au moins 2 ans, si ce n'est pas 3 ans, à écouter les témoins, etc. J'ai été invité à participer à certaines de ces réunions, et je peux vous témoigner du sérieux. Ensuite, le rapport Cometa parle par lui-même. Il n'a pas du tout besoin D'abord, il y a ses signataires. Il suffit de regarder leur grade, leur prestige et leur vie pour les prendre au sérieux. Et puis, il faut lire le rapport Cometa de la première à la dernière ligne. Et si on n'en tire pas la conviction, d'une part, que le sujet est un sujet réel, d'autre part, que le sujet est un sujet sérieux, à la limite dangereux, eh bien, c'est qu'on ne sait pas lire. Tout à fait. Donc, après, ma question suivante, c'est depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, parce que c'est quand même pas si vieux que ça, depuis, on va dire, les années 50, oui, que les Français traitent un peu d'ufologie. Je sais que ce mot vous taquine un peu. Est-ce que vous pensez que l'ufologie en France a évolué, ou est-ce que nous sommes dans une impasse et on a du mal à s'en sortir de cette impasse? Alors, non seulement je pense que l'ufologie en France, avec les guillemets qu'il faut, est dans une impasse, effectivement. C'est pas du tout que sa méthodologie soit mauvaise ou plus mauvaise qu'avant, elle n'a pas changé. Elle est obligée de s'appuyer sur des témoignages qui en général vont rassembler 2-3 personnes, grand maximum. Elle n'a aucun guide général tant qu'elle reste à interroger et à noter, comme l'a fait Joël Ménard de façon merveilleuse pendant des années et des années. Il ne s'agit pas du tout de critiquer, parce que tous ces témoignages, finalement, quand on les rassemble, on est obligé de se dire, même si ça ne constitue pas une science, il y a finalement une telle unité, une telle similitude dans beaucoup de ces témoignages qu'on est obligé de se dire, mais il y a forcément quelque chose. Mais par contre, la méthode ne change pas, et je pense qu'il serait urgent déjà de changer le nom. UFO, Unidentified. On n'étudie pas des objets dont la caractéristique est d'être non identifiés. On les identifie d'abord, et ensuite on voit comment on va pouvoir en faire une science. Pour les identifier, je vous reporte à AFR 200-2, qui est la première réglementation au sein du US Air Force pour la façon de rédiger les rapports, à qui ces rapports seraient transmis, etc. Ensuite, nous avons eu, je crois, l'année suivante, une entreprise assez similaire, mais qui était dirigée vers les civils, et qui était destinée à récupérer les informations des pilotes civils. Or, il m'est arrivé d'entendre quelques rapports, non pas le rapport lui-même, mais la prise de contact d'un avion américain, d'un avion de ligne américain, avec avec la circulation aérienne, et ensuite il faisait changer de fréquence pour transmettre ce rapport.
nous n'aurons pas jamais les moyens dont disposent les états-majors et dont disposent aussi tous les organismes que nous avons d'études scientifiques, souvent gérés par des, comment dirais-je, des polytechniciens, des gens qui, de toute façon, de très haut niveau scientifique, et pour des recherches, en gros, les recherches que peuvent faire le commissariat à l'énergie atomique dans sa partie militaire. Donc, en fait, pour résumer, il est bien évident que les civils, même des organisations entre guillemets prestigieuses comme le MUFON, éventuellement on pourra étudier ce qu'ils ont fait, n'auront jamais les moyens dont disposent les différents gouvernements, et en particulier le renseignement, la recherche scientifique dans le domaine de l'armement, et naturellement la défense aérienne, c'est-à-dire la Haute Autorité de Défense Aérienne, le HADA, les civils n'auront jamais ce genre d'informations. Or, ce genre d'informations, c'est le minimum pour arriver à suivre des engins qui n'ont pas déposé de plan de vol, par définition, qui ont des performances que l'on connaît. Quand quelque chose se promène à l'altitude des avions de ligne, à une vitesse de 5500 km/h, vous pouvez être certain que ce n'est pas un avion de construction humaine, pas pour l'instant. On arrivera peut-être à le faire, mais pas pour l'instant. De même, les avions de construction humaine vont rarement au-delà de Mach 2,5, Mach 3 en admettant. Et quand vous avez quelque chose qui se promène à une vitesse supérieure à Mach 3, à une altitude supérieure à 20 000 mètres, où il n'y a aucun avion au-dessus de 20 000 mètres, et les rares qui vont approche de 20 000 mètres, mais ne vont pas, vous avez une véritable zone qui, alors zone géographique, entre 20 000 et mettons 100 km, entre 20 km et 100 km d'altitude, tout autour de la Terre, une zone de vitesse supérieure à Mach 3, et c'est déjà très bien. Si vous avez des engins qui vont à des vitesses extraordinaires dans les basses couches, c'est-à-dire à un endroit où les molécules d'air devraient suffire à mettre le feu à la structure, vous pouvez être sûr que ce ne sont pas des engins de construction humaine. Ou si ce sont des engins de construction humaine, il y a des groupes humains que nous ne connaissons pas, qui sont capables de fabriquer des choses qui ressemblent beaucoup à ces fameux disques volants et autres joyeusetés. Donc, pour nous, ça serait quand même des extraterrestres. Je veux dire, s'il existe même des petits groupes d'humains qui disposent de technologies tellement en avance sur tout le reste du monde, on est obligé de les considérer comme n'étant pas... on ne les connaît pas, on n'a pas entendu parler. Scientifiquement, vous pouvez être sûr qu'un engin qui est capable de s'arrêter sans envoyer de la masse vers le bas et rester immobile alors qu'il est totalement fermé, qu'il n'y a aucun... Vous pouvez être certain, nous ne savons pas faire. Demandez à n'importe quel scientifique ou technicien de l'aéronautique de le faire, il vous dira « mais non, c'est pas possible ». Donc, encore une fois, on a besoin de faire ce genre de mesures qui ne sont pas en général à la disposition des civils pour identifier des engins qui n'appartiennent pas à nos technologies, point barre. Je ne veux pas en dire plus. D'accord. Justement, nous, on a l'occasion de rencontrer des témoins. Dernièrement, encore au mois d'août, on a rencontré une personne qui a observé, pas trop loin de Genève, en France, du côté d'Annemasse, un triangle géant presque au-dessus de sa tête. Il a été fortement frappé par cet objet immobile, silencieux, énorme, là, qui était là. Comme il dit, pourquoi il était là, il ne sait pas.
Et pour lui, ça a changé quelque chose. Ça a changé quelque chose dans sa vie. Pour revenir au 5 novembre, l'observation que vous avez effectuée, je ne sais pas si c'était la seule, je ne me rappelle pas si c'était la seule que vous avez effectuée. Non. Voilà. Non. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie, ou est-ce que les gens qui étaient présents avec vous ont subitement pris conscience qu'il existait autre chose ailleurs? Oh oui. On était, je ne me souviens plus exactement, mais vous avez la liste sur mon premier livre, donc il n'y a pas de problème. Une des personnes a été tellement choquée qu'elle a abandonné l'aïkido pour ne pas risquer de reparler de ça avec nous. On n'a plus jamais revu. Eh oui. Un autre qui était dans l'aéronautique et qui avait passé sa vie à équiper des avions équiper des avions de ligne pour pour transporter des hôpitaux mobiles ou des choses comme ça. Donc un garçon très sérieux qui était à côté de moi, lui il a compris tout de suite. Il savait que ça ne correspondait pas à un avion de construction humaine. Et tous les autres, ils s'en sont souvenus. Hein. Certains ont été interviewés 20 ans après ou 10 ans après par les journalistes, il n'y a pas de problème, hein. Ils l'ont manifesté. Oui, bien sûr, ça change. Moi, ça ne m'a pas changé pour la simple raison que j'étais trop occupé à mesurer ce qui était mesurable, c'est-à-dire la distance qui peut être déduite du fait que c'est rentré dans un nuage bas, etc. Et le lendemain, j'étais avec le numéro 2 de la météorologie nationale pour demander la vérification de l'altitude de ces nuages. Donc tout ça, ce sont des choses que j'étais trop occupé à noter des détails technologiques pour avoir un truc émotionnel quelconque. Hein. Et puis j'en ai vu d'autres quand même dans ma vie, je veux dire, je ne me suis jamais senti directement menacé. Hein, il y a pas de problème, c'était un truc qui passait, ça aurait pu être un camion qui passait sur la Nationale 4, ça n'aurait pas fait de grosse différence. Mais pour tous les autres, oui, ça a vraiment, je dis, l'une d'entre elles n'est même jamais revenue à l'aïkido, on l'a fait interroger par des amis à elle. Elle était terrorisée à l'idée d'avoir à admettre qu'elle avait vu ce qu'elle avait vu. Ouais, ça c'est clair. Oui. C'est clair. Ben oui. Ouais. Bon, bah, pour nous, c'est terminé. Donc on a passé un petit moment avec vous. Oui. Hors antenne, et on en passera encore un petit peu encore en antenne. Hors antenne, voilà. Autant que vous voulez. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos abonnés de LDLN ou à nos amis du web, hein? Alors, surtout, ce que j'ai à leur dire, c'est pas parce que ufologie est une sorte de piège sémantique et qu'on ne peut pas étudier des choses. L'ufologie, pour l'instant, ne deviendra jamais une science. Mais par contre, c'est une technique de reportage, une technique de, comment dirais-je, qui recueille des informations, qui est tout à fait valide, et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et il faut encourager les gens qui voient quelque chose à venir le dire. Il faut les rassurer en leur disant qu'ils ne sont certainement pas les seuls, qu'ils sont des milliers, probablement des millions sur Terre depuis, disons, depuis le 19e siècle. C'est vraiment, ça a commencé, on a commencé à avoir des choses qui se promenaient, qui étaient immobiles dans le ciel depuis le 19e siècle. Et que ces gens-là sachent au moins que, scientifiquement, en dehors de la poussée d'Archimède, c'est-à-dire d'un ballon, il est impossible de faire tenir quelque chose, de faire lutter un corps quelconque contre la gravitation, autrement qu'en projetant de la masse vers le bas. Ce qu'on appelle la réaction. Tout fonctionne, même un planeur fonctionne par réaction. L'aile du planeur rejette une masse d'air vers le bas qui permet à la masse du planeur de rester là où il se trouve, c'est-à-dire de lutter contre la gravitation. Les formules sont extrêmement simples. Encore une fois, c'est une marque certaine. Quand vous voyez un objet massif
immobile, technologiquement, c'est pas humain, c'est pas terrien. C'est clair et c'est net. Et c'est pas la peine d'aller chercher des choses très compliquées. Il y a eu des grosses théories plus ou moins mathématico-scientifiques qui, en fait, je le crains, n'étaient là que pour essayer de regarder ailleurs. Il faut admettre la réalité, et cette réalité, je dirais qu'elle est certainement beaucoup plus certaine, beaucoup plus fondée sur des témoignages que la plupart des réalités scientifiques actuelles. Hein. D'accord. Ben oui, il y a beaucoup plus de gens qui, depuis, dans les 50 ans qui viennent de s'écouler, qui ont vu des engins qui ne pouvaient pas être de construction humaine dans le ciel, ou même éventuellement posés sur Terre, qu'il y a de gens qui ont vu un boson de Higgs ou qui pensent que les théories d'Einstein sur la gravitation sont bonnes. Oui, c'est vraiment, il y a des milliers et des milliers de témoins. Ces témoins ne doivent pas accepter que des personnes qui sont non pas vexés, mais qui sont inquiètes, des scientifiques qui savent très bien qu'ils n'ont aucune explication à donner, des scientifiques qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire la moindre hypothèse quant au système de propulsion et de sustentation de ces engins, ceux-là sont extrêmement gênés. Ils ont l'habitude, surtout en France, d'être admirés pour leur savoir. Désolé, hein, même ceux qui font partie qui font partie de la partie militaire du commissariat de l'énergie atomique, ils ne savent pas, ils n'ont pas les moyens de savoir, et autant que je sache, aucun scientifique actuellement n'a le secret de l'antigravitation. Je vous remercie de votre accueil, je vous remercie de ce petit moment passé avec vous, et je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt.